L'échiquier international, soyez les bienvenus. Eid Saoula, Tazorout et Agouni en Kabylie en ce 23 mai 1956 au petit matin. Les militaires français envahissent les trois villages. Les hommes sont séparés des femmes avant d'être exécutés. Environ 76 assassinés froidement. Pour ce qui est des femmes, 200 d'entre elles sont alignées et contraintes de se dénuder sous la menace des armes. On apprendra que des sévices sexuels seront commis. Un massacre en Kabylie, Algérie 1956, est un récit, une enquête au sein de la mémoire personnelle, mais aussi de la mémoire avec un grand H, quête de soi, quête de l'autre, quête de nous même. Safia Kessas et Fabrice Resputi, les auteurs ont arpenté les villages, écouté les derniers témoins, rencontré les survivants, affronté les murs du mutisme avec ces femmes victimes qui ont dû affronter le poids de la honte durant des années, l'indicible honte sacrificielle pour ne pas entacher le foyer, tradition oblige. Et pourtant, il faut raconter, transmettre, faire vivre la mémoire des martyrs qui ne doivent pas mourir une seconde fois par le silence et le déni. Le travail de mémoire doit continuer. Parlons-en, à tout de suite. Comment donc une interrogation personnelle, presque intime, débouche sur un massacre de trois villages dans la vallée de la Soumam le 23 mai 1956? Le récit de ce livre enquête écrit par Fabrice Resputi et vous-même, Safia Kessas, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Karim, merci de m'accueillir. Alors journaliste, auteur mais aussi documentariste, on est très heureux de vous recevoir pour ce livre. Je rappelle le titre, Massacre en Kabylie 1956. Alors première question qu'on a envie de vous poser, comment vous est venue l'idée d'écrire, d'entamer une telle enquête? Mais ça a été un processus assez long, parfois un peu complexe. Et en fait, c'est une histoire qui part d'un récit intime, comme vous l'avez mentionné dès le départ, avec le décès de mon père. Et voilà, Taïeb Kessas. Taïeb Kessas, absolument. Et voilà, on lui rend hommage. Et au moment, à la veille de son départ, voilà, j'ai eu besoin d'échanger avec lui, de connaître un peu mieux son parcours. Et il m'a parlé de sa région d'origine et de ce que ma famille avait vécu. Donc j'ai commencé à tirer les fils de cette histoire intime. Et dès les premières recherches, il y a des mots qui arrivent. Je croise le nom du village de mon père et je croise également le nom de ma famille, de la guerre. Et donc, il y a les premières traces du massacre qui arrivent. Vous avez donc effectué des recherches autour de ce fameux massacre 1956 en Kabylie avec les trois villages. On va les renommer pour nos téléspectateurs. Eid Saoula, Tazorout et Agouni, c'est dans la vallée de la Soumam. Et il y a cette phrase qui peut résumer, tant soit peu, votre ouvrage, qui est riche, il y a tellement de choses à dire. Mais il y a cette phrase qui résume cette tragédie qui dit « Les femmes qui nous plaisent, on les prend, les hommes qui nous plaisent pas, on les tue ». Cette phrase, en effet, traverse votre récit et je crois qu'elle dit beaucoup de choses. Et vous avez tout à fait raison de pointer cette phrase, parce que c'est ce qui nous a guidés, Fabrice Resputi, historien du temps présent et qui nous a accompagnés dans cette enquête. Et en effet, cette phrase nous a guidés d'emblée, puisque une fois que nous sommes arrivés en fait, dans les villages, cette question n'est pas venue tout de suite, mais elle est restée en filigrane. Et il fallait à un moment donné oser aborder un sujet très difficile de front. Qui prononce cette phrase? Alors, la première personne qui prononce cette phrase, c'est un ouvrier kabyle à la retraite sur un village de Saint-Auban, oui. Qui se confie à un travailleur social qui a fait une thèse, un Algérien qui s'appelle Ali Mekki, qui a fait un excellent travail sur les liens entre émigration et immigration. Et donc, lui travaille sur un autre sujet. Donc, ça veut dire qu'il tisse un lien de confiance avec cette communauté qui a émigré et qui a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Et à un moment, il y a, comme ça, sur le marché, entre une baguette et un chou-fleur, un immigré qui se tourne vers Ali en disant « Tu sais, il y a eu d'autres choses. » Et voilà cette phrase qu'on nous a dite, voilà cette phrase que j'ai entendue. Il raconte ça avec beaucoup de détails. Et Ali Mekki la consigne dans ce livre sur lequel nous travaillons, Fabrice et moi.
Il y a la difficulté, bien entendu, quand vous effectuez ces recherches, ce type d'enquête, hein, puisqu'on plonge dans la mémoire, mais aussi un peu dans l'intime, dans la pudeur. Vous avez rencontré, bien entendu, des survivants, des témoins de ce fameux massacre de ce 23 mai 1956. Il y a là à la fois le brouillage mémoriel et le mutisme des personnes âgées, bien entendu. Est-ce que vous êtes heurté à un mur de silence ou de, je sais pas, de pudeur ou est-ce que les gens étaient un peu méfiants quand on rencontre comme ça des personnes qui interrogent sur ce qui s'est passé concernant ce massacre? J'ai pas ressenti de la méfiance. J'ai ressenti vous savez, Ali Mekki, finalement, ça a vraiment été une source d'inspiration parce qu'il y a une phrase qu'il dit, et je pense que c'est une phrase qui peut nous inspirer tous et toutes, c'est que pour écouter, il faut des oreilles. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses en filigrane pour pouvoir recueillir une parole. Et donc, nous, quand on arrive dans ces villages avec Fabrice Risputi, on rencontre en fait les comités du village. Et ça n'est pas une frontière, ça n'est pas une volonté de fermer la porte, c'est une volonté de comprendre la démarche et de pouvoir collectivement y répondre. Non pas pour refuser le dialogue ou l'enquête, mais pour pouvoir quelque part préparer aussi le terrain à ce que des personnes puissent s'exprimer librement sur ce qu'elles ont vécu. Et une fois que les portes des comités des villages, qui est en fait un espace quand même démocratique avec une démocratie directe et populaire, ouvrent les portes, en fait, là, c'est à nous, quelque part, de tirer les fils, de dire, à cet endroit-là, il faut que, par exemple, si on a un témoignage du déroulé du massacre, d'avoir d'autres témoignages concordants, et voilà, de fil en aiguille, c'est d'arriver à avoir une vision méta de cette terrible affaire. Un massacre en Kabylie, Algérie 1956. Avec nous, Safia Kessas. Alors parlons-en de ce massacre plus en détail. Ça commence à 4 heures du matin jusqu'à 16h30. 75 personnes sont assassinées ce jour-là, au moins. Des pères, des fils, des époux, des familles entières sont décimées. 200 femmes violées. Cela se passe donc en mai, à 3 mois de la tenue du fameux congrès de la Soumam de la même année. Donc cette région de Kabylie inquiète de plus en plus l'administration coloniale. C'est ce qu'on perçoit dans votre livre. Ce massacre de 1956 était-il, selon vous, un gage d'exemple pour les rangs du FLN? Est-ce que ce massacre, en même temps, est-ce qu'il a été prémédité? Le fait qu'il ait été prémédité, c'est sûr et certain, parce qu'on ne pilote pas une opération de cette ampleur comme ça a été présenté dans les archives, dans les journaux de marche et opérations de l'armée française. Donc ça, c'est évident que cette opération a été organisée. Il y avait énormément d'actions, d'organisations qui venaient en fait tout autour à partir de la forêt d'Akfadou, qui était vraiment un lieu relais. Et en fait, c'est ces villages-là qui étaient des relais directs au FLN, à l'ALN, qui ont été ciblés. Donc c'est absolument une opération préméditée, dans la mesure aussi où les maisons qui étaient concernées et qui étaient supposés être des soutiens logistiques à l'ALN étaient mises d'une croix rouge. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de rencontrer un témoin, c'est assez exceptionnel, qui ne s'était pas exprimé avant. Donc dans le cadre d'une rencontre, il s'est exprimé et il a expliqué pour la première fois que, en fonction du nombre de croix qu'il y avait sur les maisons, c'était le nombre de personnes qu'il fallait tuer. Et il a aussi été, plusieurs sources sont convergentes pour dire qu'il y avait une liste avec des noms spécifiques et toutes les personnes de cette liste devaient être exécutées à un endroit bien précis. Dans votre enquête, vous constatez très vite une sorte de dissonance entre la mémoire des militaires français encore vivants et les témoins donc, que vous avez rencontrés. Comment on travaille à travers ces deux mémoires ou ces deux récits qui s'affrontent et jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour établir les faits historiques? Ça reste effectivement assez complexe et moi je pense qu'on a eu de la chance avec Fabrice de rencontrer un appelé qui a accepté de revisiter son histoire. Il a fait un chemin aussi sur lui-même. Je pense qu'à son retour, ça a été compliqué de vivre avec ce qu'il a vu et ce qu'il a laissé passer aussi.
Et au fur et à mesure de nos échanges et des preuves matérielles qui lui étaient données, en fait, lui-même revisitait son histoire. Donc je pense que c'est important de documenter et d'échanger à partir d'espaces communs qui sont objectivables, de manière à sortir d'une espèce de chape de plomb autour d'un sentiment affectif qui ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire que souvent, moi, ce qui m'a frappé dans ce que je lis par rapport à une certaine manière d'appréhender cette histoire, c'est qu'on parle parfois d'une histoire d'amour, d'un divorce. Quand on sait, par exemple, ce qui s'est passé à Itzula, on ne peut plus parler en ces termes. C'est pas un divorce. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de domination, c'est une histoire d'effacement, c'est une histoire violente, et il faut pouvoir voir ça en face. Et à partir du moment où, par exemple, avec un appelé comme Bernard Montagne, qui était, enfin, il était là sur les lieux, on tire ses fils, sa mémoire aussi évolue et devient parfois plus précise, parce que je pense aussi que pour vivre des deux côtés, il a fallu oublier. En effet. Alors, durant cette journée tragique, on l'a dit, 200 femmes ont été dénudées, elles ont subi des violences sexuelles. Comment avez-vous approché les survivantes de ces crimes avec le tabou et, on va dire, le poids de la honte? Alors ça, L'indicible. Bien sûr, tout à fait, et c'est important de le poser en ces termes. On sait que c'est un sujet qui est délicat. D'ailleurs, partout, c'est un sujet qui est complexe et qui est compliqué. Mais je dirais que d'abord, avec Fabrice, on s'est concentré sur le déroulé spécifique du massacre, essayer de vraiment comprendre comment les choses se sont organisées, comment est-ce qu'elles ont été planifiées, dans quel contexte historique aussi elles s'inscrivent, dans le temps long. Et puis ensuite, une fois que ce cadre-là a été fixé, avec les personnes de confiance des différents villages, on a posé la question de savoir si dans leur entourage, ils avaient entendu ou pas une histoire similaire. Et là, c'est sorti assez vite. On a un premier témoin qui nous parle de sa grand-mère, qui lui a confié son histoire aussi avant de s'en aller. Donc ça a été assez pénible pour lui de revisiter ces termes, parce qu'il nous a montré exactement où ça s'est passé et comment. Ça veut dire aussi pour nous le fait qu'on a des lieux, qu'on a des choses précises, ça permet de continuer à tirer les fils. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré d'autres personnes du même acabit dans d'autres villages qui nous ont ensuite emmenés vers leur mère, vers leur grand-mère, et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer ces femmes à travers la confiance des plus jeunes, finalement. Ça vous a pris longtemps, cette enquête? Alors, oui, en fait, ça m'a pris assez longtemps. Je veux dire, finalement, elle a commencé en 2019, au moment où mon père est décédé. Puis ensuite, j'ai entamé une démarche progressive autour d'abord d'un podcast avec des bribes du massacre. Et puis j'ai rencontré Fabrice Risputi qui a donné une ampleur historique beaucoup plus précise sur le sujet. Et puis ensuite, le fait de pouvoir se rendre plusieurs fois en Algérie, faire des allers-retours, analyser, aller aux archives, tout ça, ça prend évidemment beaucoup de temps pour que le socle soit très très fort et qu'on ne puisse pas le remettre en question. Alors on le sait aujourd'hui, les violences sexistes, même sexuelles, ont été un mode opératoire de la colonisation en Algérie, au même titre que la torture et les disparitions forcées, comme d'ailleurs l'a écrit Raphaël Branche ou encore Claire Moscoto, qu'on doit recevoir prochainement. Alors, vous dites à la page 104, l'honneur masculin, pilier de la vie communautaire, a donc été profondément ébranlé. Le silence sur les violences et les humiliations subies par les femmes, suprême atteinte à l'honneur de la communauté, est donc devenu un rempart. Il s'est imposé comme une manière de préserver la dignité collective, comme le témoignage de ces fameuses femmes, Dehbiya et Bditra, qui n'ont jamais pu porter, vous le racontez, de plus beaux habits et ne sont jamais faites plus belles depuis ce massacre jusqu'à l'indépendance. Alors ce sont des femmes dignes, malgré la souffrance, pour préserver l'honneur des hommes, mais un tout petit peu l'honneur de la résistance. C'est ce que on comprend à travers votre écrit. Mais d'abord, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on subit une démolition. Je ne vois pas une emprise de démolition pareille à tous les niveaux, qu'elle soit
réels. Les maisons ont été brûlées, les espaces intimes ont été violés. Donc c'est une démolition aussi sur le plan symbolique et à travers le tissu social pour effectivement mettre à terre une société. Et ces femmes-là, en fait, elles ont répondu avec énormément de courage parce que quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous vous êtes dit le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait le lendemain, elles m'ont répondu on a continué, on ne s'est pas parlé. Et ce silence a préservé à la fois la société, mais aussi a permis de continuer. Et c'est pour ça qu'en fait, certaines personnes disent « mais pourquoi parler si tard ou si longtemps après ?» Mais parce que le silence n'a pas de temporalité. Le silence, on vit avec, et c'est une blessure. En fait, on ne choisit pas le silence. Et à un moment donné, comme je le disais, il faut des oreilles qui puissent écouter. Et ces oreilles-là, je pense qu'elles étaient là, à travers Fabrice, à travers moi, et que la honte, à un moment donné, elle doit changer de camp. Et je crois que c'est aussi le regard que nous, on a porté. Il y avait vraiment une forme de bienveillance dans les échanges qu'on a eus avec ces femmes. Et jamais, à aucun moment, il y a eu une once de jugement. Je crois que ça aussi, elles l'ont senti. Et il faut que la société continue à les regarder comme ça et continue à regarder cet avenir comme ça pour que la parole puisse continuer à s'exprimer. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a encore aujourd'hui des témoignages qui sont des témoignages fondamentaux qui risquent de partir. Ce sont des monuments qui risquent de partir. Et je pense qu'il faut trouver le moyen de les collecter et un espace, en tout cas, pour qu'ils puissent s'exprimer et nous guider vers un avenir qui soit un avenir plus apaisé. Dans votre livre, donc un massacre en Kabylie, Algérie 1956, on voit aussi le rôle crucial joué par la paysannerie des montagnes dans la guérilla. Elle fournissait une réserve inépuisable de combattants, de guides, d'approvisionnement. C'est raconté d'ailleurs merveilleusement dans le livre de Neil McCaster, La guerre des Djebel. Concernant ces trois villages, il y a aussi le sommet, le massif de l'Afkadou, avec cette vaste forêt qui seront tenus par le proverbial colonel Armée Rouge. Alors, les villages de Aït Saoula, Tazarot et Agoni sont aussi sanctuarisés par cette nature, ce paysage qui a été un rempart contre ce qu'on appelle la pacification, enfin la colonisation de l'appeler comme ça, contre la volonté de conquête et de destruction de ces villages. Absolument, et c'est ce que Fabrice explique très bien aussi comme grand spécialiste, c'est-à-dire que on a ces premières opérations de ratissage, ensuite ces opérations planifiées pour anéantir les relais logistiques, et tout ça ne va aller que crescendo jusqu'à créer des zones interdites où les villages vont être complètement vidés pour qu'il n'y ait plus aucun relais vis-à-vis de cette nature effectivement extrêmement foisonnante et très très difficile d'accès pour les forces coloniales. Donc effectivement, c'est aussi cette situation géographique qui a suscité autant de répression et de démolition. Parlez-nous de cette mémoire aussi populaire, en tout cas bien vivante, dans votre livre et grâce à l'entretien que vous avez eu avec les villageois. On voit bien que cette mémoire, c'est une mémoire, comment dirais-je, nourrie par tout un chacun, par des particuliers. Elle n'est pas dictée par une volonté politique, comme Djouad Touazi, qui est là, d'ailleurs en coulisses, qui recherche toujours des moudjahidines tombés au combat pour leur prodiguer des sépultures dignes de soi. Absolument. Et ce qui a été... en fait, nous ne sommes pas découvreurs, on ne vient pas avec un tout nouveau récit. Nous, on a écouté, on a rassemblé, on a structuré, on a essayé de donner peut-être pas du sens, mais en tout cas un cadre, et on a croisé les sources aussi de part et d'autre de la Méditerranée. Je dis ça parce qu'effectivement, chaque année, les villageois, les villageoises se réunissent pour commémorer ce jour-là. Chacun, chacune à leur façon. C'est l'expression d'un moment commun où on partage aussi cette histoire avec les plus jeunes. Ça, je pense aussi que c'est très important en termes de transmission.
Et puis, il y a aussi toute cette préservation du patrimoine qui est faite par les villageois eux-mêmes. C'est eux, en fait, qui construisent les stèles, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui prennent soin. Et moi, j'ai rencontré des personnalités assez incroyables, comme Djouad Touazi, une personnalité remplie d'énergie, qui part avec sa petite mobilette dans la montagne, dans les collines, qui essaye de trouver en fait ces sépultures qui sont encore à l'abandon. Il y en a encore beaucoup. Et donc toute cette communauté se met autour de lui pour se cotiser, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que Fabrice appelle très justement dans le livre, la mémoire d'en bas. Et donc c'est une mémoire qui n'est dictée par aucune dynamique, quelle qu'elle soit. La France aujourd'hui, une certaine élite en bonne conscience, hein, pétrie d'ignorance, il faut le dire, et de mauvaise foi. On est dans le déni de ce type de massacre comme en Kabylie 1956. Votre enquête s'est déroulée alors que l'actualité rappelait que la question coloniale finalement n'appartenait pas au passé. Absolument. Alors, quand même, pour le dire, ce qui est important, c'est que ce livre, nous, on est très contents. C'est un livre qui est publié en Algérie aux éditions Barzac, et c'est aussi un livre qui est publié en France aux éditions La Découverte, et avec l'accompagnement du journaliste Edwy Plenel et de Fabrice Resputi, ça permet d'ouvrir un certain espace et de faire entendre d'autres réalités. Mais effectivement, quand on se concentre sur les personnes qu'on rencontre, ces personnes, elles sont à milieu en fait de ces récits-là. Personne ne nous a parlé de ça. Personne ne nous parle de termes tels que, par exemple, ce terme qui en fait a un mot valise un peu pas très joli comme rente mémorielle. Personne ne parle de ça en fait. Ces gens sont à 1000 lieues. Je crois que sont assez conscients du fait que, en termes de reconnaissance, c'est une reconnaissance symbolique qui importe. Une reconnaissance symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir exprimer une vérité et pouvoir voir qu'elle est entendue. Je veux dire, au-delà de ça, nous, que ce soit Fabrice ou moi, nous n'avons pas ressenti d'autres velléités. Donc ce qui est intéressant, c'est en allant sonder le cœur battant de ces collines encore aujourd'hui, on est, je trouve, au plus proche de la vérité. Safia Kessas, un massacre en Kabylie, Algérie 1956. Qu'est-ce que cette enquête vous a apporté, à vous? Cette enquête, ce qu'elle m'a apporté à moi, c'est une très bonne question. Moi, j'espère simplement que ce livre aura apaisé, peut-être, redonné aussi une certaine fierté. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un témoin direct qui s'était jamais exprimé. Il a pris le micro et il s'est dit qu'il avait passé un cap qu'il n'a jamais pu passer avec ses enfants. Et pour moi, je crois que c'est le plus beau cadeau, c'est-à-dire que la transmission se perpétue et que les silences se défacent petit à petit. Un massacre en Kabylie, Algérie 1956 avec Safia Kessas, Safia Kessas et Fabrice Resputi. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère à très bientôt pour d'autres enquêtes de ce genre. Très heureux d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup. Alors, l'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.